J'ai le grand plaisir de vous présenter notre premier conférencier, un homme que vous connaissez sûrement déjà. Mesdames et messieurs, Monsieur Pierre Curzi, acteur formé à l'École nationale de théâtre du Canada, Pierre Curzi s'impose au cinéma et on le voit dans plusieurs films, dont Anastasie oh ma chérie de Paul Baillargeon, Les Ploufs et Marie Chapdelaine de Gilles Carle, Le déclin de l'Empire américain et les invasions barbares de Denis Arcand, Pouvoir intime et dans le ventre du dragon d'Yves Simoneau, Littoral de Wadji Mouawad et Roméo et Juliette d'Yves Desgagnés. Son parcours professionnel est aussi jalonné de plusieurs publications, de plusieurs participations à des productions théâtrales classiques et contemporaines. À la télévision, il a été dans des séries populaires telles que Les Invincibles 2, Le Négociateur, Providence, Smash 1 et 2 et Virginie. Il a aussi fait des séries d'époque avec Marguerite Volant, Montréal PQ, Sheaway et Les Filles de Caleb, entre autres. Pierre Curzi a été le président de l'Union des artistes de 1997 à 2006. Il a aussi été le coprésident de la Coalition pour la diversité culturelle et coprésident de la Fédération internationale des acteurs et enfin président du conseil d'administration du Fonds d'investissement de la culture et des communications. Élu député à l'Assemblée nationale du Québec, il y siège pendant 5 ans entre 2007 et 2012. Mesdames et messieurs, je vous présente donc et j'invite Monsieur Pierre Curzi à se présenter. Son discours est intitulé « Le français, langue commune du Québec ». Bon après-midi à tout le monde. Je croyais qu'il y avait de la traduction, mais je constate qu'il n'y a pas de traduction simultanée. Oui? Alors, c'est discret, vous avez ça caché dans l'oreille? Ah, tout le monde comprend parfaitement le français, mais c'est merveilleux. Alors, voilà qui me rassure. C'est McGill. D'abord, je veux remercier M. Straw et l'Institut des études canadiennes de McGill d'avoir pris le risque d'inviter ce hawk tel que le décrit notre Don McPherson national. Je suis pas si dangereux ni terrible que ça. Et moi, je me réjouis d'avoir l'occasion de vous parler parce que c'est une occasion qu'il ne nous est à peu près jamais offerte. Et le fait de pouvoir être interviewé par des journalistes à la radio, à la télévision, par les journalistes de l'écrit, c'est souvent un truchement qui fait que ce que l'on dit n'est pas nécessairement et exactement et avec toutes les subtilités qu'on peut y mettre traduit. Alors, je vous remercie, M. Straw. Et bon, vous vous attendez à ce que je fasse des flamèches, mais je ne veux pas faire de flamèches. Mais je vais essayer de vous parler en 20 minutes de ce que je pense. Je ne suis plus rien, sinon un acteur. Donc, je n'ai pas de pouvoir. Mais j'ai beaucoup étudié sur la langue française et sur le rapport entre les deux langues. Commençons par la commission Laurendeau-Danton. Ce que la commission Laurendeau-Danton a fait, c'est qu'elle a confirmé clairement qu'il y avait le bilinguisme et le biculturalisme au Canada. 2 utopies, à mon sens, dont les effets néfastes se multiplient. Vous voyez que la position est claire. Mais est-ce qu'il y a eu des aspects positifs à la commission Bébé? Oui, je crois qu'il y a eu des aspects positifs. Le premier aspect positif, c'est que cette commission aura donné à la fois des droits et des institutions aux minorités françaises du Canada. Je dis les minorités françaises du Canada parce que un des thèmes que je vais essayer de développer, c'est que je ne considère pas qu'il y a une minorité anglaise au Québec. Donc, la Commission aura donné des droits et des institutions à des communautés dont vous savez qu'elles ont été, dans certains cas, dans certaines provinces, extrêmement maltraitées. Aspect extrêmement positif. Deuxième aspect extrêmement positif de la Commission Laurendeau-Danton, c'est qu'elle a favorisé un bilinguisme réel dans la fonction publique fédérale
et qu'elle a donc favorisé le bilinguisme de nombreux Anglo-Canadiens et de nombreux Franco-Québécois. C'est beaucoup ce réveil et les travaux de cette commission qui auront permis à plein de gens d'apprendre, de fonctionner, de travailler et de donner des services au niveau fédéral dans les deux langues. J'en profite pour vous dire ce qui, à mon sens, est la distinction majeure que l'on néglige souvent. Probablement que vous êtes tous des gens très intelligents et vous êtes tous des gens suffisamment intelligents pour être bilingues. Donc, le bilinguisme en soi, individuel, le vôtre, le mien, celui de chacune et chacun d'entre nous, est une richesse indéniable. Le trilinguisme, c'est encore une richesse de plus. Le multilinguisme est une richesse merveilleuse. Savoir et posséder plus d'une langue est incontestablement souhaitable. Et tout le monde, quelle que soit son opinion de pure et dure, je pense, s'il est le moindrement intelligent, va souhaiter que chacune et chacun parle plusieurs langues. Bon. Ça, c'est du bilinguisme personnel. Ce contre quoi, personnellement, je me bats farouchement, c'est contre le bilinguisme institutionnel. Puis je vous donne un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va à l'hôpital, il n'est pas question que la langue nous empêche d'être soignés. Quelqu'un est malade, il doit être soigné dans sa langue. C'est impératif, nécessaire, et ce n'est pas limité au français ou à l'anglais. Est-ce que cela signifie qu'un hôpital devrait fonctionner, l'administration, la gestion, est-ce que l'ensemble des services d'un hôpital devrait se dérouler en bilingue? C'est ça la différence. Si l'institution travaille dans les deux langues, c'est une institution bilingue. Si elle travaille en français, c'est une institution qui répond à la norme du français, langue officielle du Québec. On est d'accord. C'est ça, cette distinction-là, qui existe partout. Elle existe dans la loi 101, elle existe au gouvernement du Québec. Elle n'existe pas dans les entreprises et tout ce qui relève du fédéral. Entreprises de transport, les trains, les avions, le transport maritime, tout ce qui est de compétence fédérale, là s'applique la loi de la commission Laurando-Dunton, le bilinguisme. C'est contre ce bilinguisme institutionnel au Québec que je m'oppose. Donc, c'était les aspects positifs. Alors, imaginez les aspects négatifs. Je vous raconte une courte anecdote personnelle, la seule. En 1968-69, j'étais jeune comédien, je sortais de l'École nationale. Le Théâtre du Nouveau Monde avait à ce moment-là une troupe qui s'appelait les Jeunes Comédiens du Théâtre du Nouveau Monde. Nous faisions la tournée du Canada, de Terre-Neuve jusqu'à l'île de Victoria. Toutes les provinces. Nous avons joué en français dans toutes les communautés francophones du Canada. Une tournée qui durait 6 mois. C'est pas banal. Quand on fait ça à 20 ans, on constate deux choses. On constate qu'on vit dans un pays qui s'appelle le Canada, dont la majorité des habitants fonctionnent, tout le monde fonctionne en anglais, surtout à ce moment-là, 68-69. Et on constate qu'il y a des groupes de francophones, et s'ils ne sont pas très nombreux, on constate immédiatement qu'ils sont en péril. C'est normal. Ils sont extrêmement minoritaires dans une très grande majorité. On revient de cette tournée-là convaincu qu'il y a une différence fondamentale entre vivre en français au Québec et vivre dans le reste du Canada. Sauf pour des gros groupes. Bien. Je ne vous parlerai pas de biculturalisme, parce que le biculturalisme, très rapidement, c'est devenu le multiculturalisme. Au Québec, ça a pris certaines couleurs. Avec Bouchard-Taylor, c'est devenu l'interculturalisme. Mais quels que soient les culturalismes dont on parle, pour moi, ce ne sont pas des réalités. Le biculturalisme, ça n'existe pas. Il y a au Canada deux cultures, une culture francophone principalement originaire du Québec, avec des adjonctions des autres groupes francophones de l'Amérique, et il y a une culture anglophone qui, elle, a le problème particulier d'essayer de se démarquer de sa toute-puissante consoeur américaine. Ça, c'est la réalité. On est vraiment dans deux solitudes au niveau culturel, règle générale. Montréal est peut-être une exception à cet égard, mais je considère que c'est une petite exception. Bien. Je vous fais un bref rappel historique pour mieux arriver à ma conclusion.
Durant la période de la commission Laurendeau-Danton, au Québec, il est arrivé plusieurs choses. La naissance et l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. La Charte de la langue française, la loi 101, puis les différentes créations de l'Office québécois de la langue française qui a connu différentes formes. La création de la Caisse de dépôt et placement du Québec, les grandes réformes de l'éducation et de la santé, les grands chantiers et la reprise en main de l'hydroélectricité par le gouvernement du Québec, la paix des braves, à ne pas négliger et oublier. L'apparition d'une classe d'affaires francophone qu'on a surnommée ensuite le Québec Inc., l'éclatement, ou je dirais l'épanouissement culturel, et ça a été vrai dans la chanson, particulièrement dans les chansons, donc dans la musique, ça a été vrai au théâtre, pensez à Michel Tremblay, puis à tous les auteurs et dramaturges de cette époque-là, ça a été vrai au cinéma, qui est passé d'un cinéma documentaire à un cinéma de fiction, ça a été vrai en danse, ça a été vrai au cirque, ça a donné le Cirque du Soleil, ça a été vrai partout, et finalement, cette période-là se sera conclue en quelque sorte par le premier référendum, celui de 80. Toute cette période-là, et ça, pour moi, c'est important de vous le dire, cette période-là, ça a été vécu par ma génération. Fils d'immigrants, moi, je suis un fils de père italien qui a été élevé en français, mais j'aurais pas été élevé en anglais. Mais ma génération des baby boomers a vécu toute cette période-là comme étant un phénomène de libération nationale. Pour nous, là, ce qu'on a fait durant cette période-là, c'est se libérer d'une minorité qui émanait d'une puissance colonisatrice, une minorité qui était anglo-canadienne et qui littéralement nous possédait. Ça a été vécu comme cela. Les conséquences de cette libération nationale, elles sont nombreuses. Ça a été la fin de la domination religieuse, à toute fin pratique l'évacuation de la religion, le début des grandes réformes sociales au Québec, la naissance et le renforcement du syndicalisme et son éloignement de ses grands frères américains dans ce cas-là. Bref, les Québécois se sont définis à ce moment-là comme une nation et ils ont retrouvé le sens premier de ce qu'on disait tantôt, un des deux peuples fondateurs de cette confédération-là. Quels ont été mais qu'est-ce qui s'est passé du côté des Anglos? Je ne peux pas tout vous le dire. Mais ce que je constate, c'est que pendant cette même période-là, il y aura, sur 20 ans, de 76 à 96, le départ de 200 000 Anglo-Canadiens du Québec. Ça, croyez-moi, je considère que c'est une perte majeure. Ça a été une perte au niveau des connaissances, de l'intelligence, du dynamisme, de la richesse, une perte au niveau de la culture, une perte énorme, énorme pour Montréal, qui ne s'en est toujours pas remis, et ça a été une perte pour le Québec. Mais c'est arrivé. Ça a été une terrible saignée. Voilà ce que ça a été. Et ça a donné naissance à l'infamant, je pèse mon mot, infamant rapatriement de la Constitution par le gouvernement Trudeau en 1982, dont la conséquence sera le début de l'affaiblissement du pouvoir politique du Québec, ce qui nous mènera à la loi sur la clarté référendaire. Que s'est-il passé au niveau linguistique durant cette période? Il y en a plusieurs qui ont parlé puis qui parlent encore de la paix linguistique, parce que le projet de loi 14 menacerait la paix linguistique. Moi, je dis c'est complètement faux. C'était pas la paix linguistique. C'était 200 attaques contre tous les articles de la loi 101. 200 attaques. De nombreux jugements de la Cour suprême contre cette loi-là. La Charte canadienne des droits et libertés qui viendra charcuter la Charte des Québécoises, qui viendra charcuter la Charte de la langue française et qui va imposer, par exemple, la clause Canada plutôt que la clause Québec. Si on avait eu la clause Québec, on n'aurait pas le même type de problème dans lequel nous nous débattons actuellement. En outre, cette Charte canadienne va faire par stratégie politique, je pense bien, et aussi par démission du pouvoir politique, va remettre au juge le pouvoir, l'incroyable pouvoir, de faire primer les droits individuels sur les droits collectifs. C'est assez majeur.
ce qui est une consécration de la démission du pouvoir politique. Alors, cette lutte-là, incessante, contre une loi fondamentale pour l'identité des francophones et de l'ensemble des Québécois, cette lutte incessante, c'était pas la paix linguistique, c'était une guérilla institutionnelle. L'aspect positif de cette période. L'aspect positif, c'est que les Anglo-Canadiens sont devenus des Anglo-Québécois. Et c'est majeur. C'est pas juste sémantique, c'est réel. Les anglophones du Québec se sont bilinguisés parce qu'ils ont accepté le fait qu'ils vivaient au Québec dans une majorité francophone. Les francophones se sont bilinguisés parce qu'ils ont accepté le fait que leur province était à l'intérieur d'un pays essentiellement anglophone. C'est extrêmement positif parce que ça nous donne, ce dont on parlait tantôt, une distinction notable et une richesse incontestable, c'est que de plus en plus de gens, et c'est vrai chez les jeunes à la hauteur de 75-80% à Montréal, les jeunes sont bilingues. Pour eux, ce n'est même plus un problème, ce n'est même plus une question. En fait, c'est ce qu'ils disent. Je pense qu'il y a différents niveaux de bilinguisme, mais ils le sont. Bon. Est-ce que cela fait des Anglo-Québécois une minorité? À mon sens, pas du tout. Je ne crois pas que vous soyez une minorité. Je pense que la seule minorité, ce sont les francophones du Canada, où qu'ils soient. Je pense que ce sont eux les minoritaires. Vous, Anglo-Québécois, vous êtes une extension de la majorité anglophone de l'ensemble du Canada. C'est sûr que là, on omet soigneusement de parler de tous les peuples autochtones, de toutes les nations autochtones, que autant les francophones que les anglophones, dont nous aurons été les exterminateurs ou à tout le moins les puissances colonisatrices coupables. Mais disons que ça fera l'objet de d'autres discours. Les Anglo-Québécois sont donc, à mon sens, une extension de la majorité anglophone du Canada. Ils possèdent actuellement et toujours un pouvoir économique indéniable. Surtout à Montréal, c'est un pouvoir économique très important. Mais ils détiennent surtout un pouvoir politique qui est disproportionné quand on l'évalue par rapport au nombre que les Anglo-Québécois constituent. Et ce pouvoir politique-là, il est complexe et il m'inquiète parce que jusqu'à un certain point, il verrouille, il cadenasse le jeu électoral. Le fait que, systématiquement, les anglophones du Québec, avec des francophones, puis avec des allophones, votent pour le Parti libéral du Québec, constitue une sorte de frein qui fausse un petit peu ce qui normalement devrait se passer. Normalement, le jeu électoral devrait nous donner la gauche, la droite, le centre. À cause de cette polarisation vers le Parti libéral du Québec, on se retrouve une portion seulement de la société à jouer le jeu électoral normal et c'est très divisif. Et c'est une des raisons qui font qu'actuellement, on a un gouvernement minoritaire. C'est assez difficile de voir comment on va échapper à ces gouvernements minoritaires-là à cause de cette polarisation. Il y a une réflexion à faire là-dessus, et c'est une réflexion qui a été faite. J'en connais beaucoup de résultats. Elle est très chiffrée. On sait combien de compter. On sait que quand il n'y a pas plus de 70% de francophones dans un comté, jamais il n'y aura quelqu'un d'autre que le Parti libéral élu. C'est quand même majeur, là. Plus de 70%. Vous voyez à quel point c'est un... Et si vous regardez au cours du temps, vous allez voir que les députés élus dans les comtés les plus sûrs dans la communauté anglo finissent quasi inévitablement, 7 fois sur 8, par devenir des ministres. Parce qu'ils sont députés pendant de nombreuses années, ils ont du crédit, ils deviennent... Donc, vous jouez au niveau politique provincial un rôle extrêmement puissant, beaucoup plus puissant que le nombre. Parce qu'on évalue, grosso modo, la communauté anglo-québécoise à environ, bon là, les chiffres varient 8,5, plus ou moins 10% de la population globale. Donc, voilà.
Cette petite communauté de 10%, elle a plusieurs caractéristiques. Une de ses plus belles caractéristiques, c'est qu'elle maintient son nombre. Même nombre de naissances, même nombre de décès, il devrait y avoir, et il y a eu pendant longtemps un solde négatif. Il y avait plus d'Anglo-Québécois qui quittaient le Québec, il y en arrive. Maintenant, en 2006, c'est à peu près égal. Il y a eu peut-être 7000 personnes en 2006 qui ont quitté. Il y a un solde négatif de 7000, c'est relativement peu. Donc, les Anglo-Québécois vivent au Québec, et moi, je m'en réjouis, j'en suis heureux, c'est une bonne chose. Donc, mais votre communauté ne diminue pas, c'est pas vrai, c'est pas une peau de chagrin. Vous augmentez légèrement, proportionnellement, mais vous augmentez par toutes sortes d'apports, transferts linguistiques, les enfants de certains groupes allophones qui ont adopté la langue anglaise sont devenus de langue maternelle anglaise. Bref, vous n'êtes pas menacés au niveau du nombre. Et l'autre indice le plus important, c'est l'indice de vitalité linguistique. Pour la communauté anglaise, elle est formidablement plus puissante que pour la communauté francophone. Je vous donne, ça va être les seuls chiffres que je vous donne, mais ça vaut la peine. Sur l'île de Montréal, l'indice de vitalité linguistique, pour vous, c'est 143. Pour les francophones, c'est 109. Sur la région métropolitaine de recensement, Couronne Nord et Couronne Sud, sans l'île de Montréal, c'est 131 contre 103. Puis au Québec, en général, l'indice de vitalité de la communauté de l'anglais, c'est de 130 sur 103 pour le français. Tout le monde, j'imagine, sait grosso modo ce que c'est l'indice de vitalité. L'indice de vitalité, c'est le rapport sur 100 du nombre de locuteurs d'une langue, donc tous ceux qui parlent anglais, par rapport à ceux dont c'est la langue maternelle. Plus la différence est grande, plus votre indice de vitalité augmente. Parce que ça veut dire que même si vous êtes peu nombreux, vous êtes extrêmement attirant. Vous attirez plein de gens chez vous, proportionnellement beaucoup, beaucoup plus que les francophones qui sont la majorité. Normalement, on s'attendrait à ce que ceux dont la langue est le français, ceux qui sont majoritaires, attirent plus de gens chez eux. C'est pas ce qui se passe au Québec, et cela, clairement, là. Ces chiffres-là sont indéniables. Ça vient de Statistique Canada, c'est des chiffres incontestables. J'ajoute, autre effet, que culturellement, vous êtes appuyé sur une formidable puissance culturelle qui s'appelle, et c'est pas juste une puissance culturelle en musique, c'est les musiques, l'image, la connaissance, la recherche scientifique. Vous êtes appuyé sur une merveilleuse et très séduisante culture qui est d'expression anglaise. Et c'est autant les États-Unis, le Canada dans son ensemble, la Grande-Bretagne, c'est une formidable foyer de création et de culture qui fait que vous êtes appuyé, vous êtes à l'intérieur d'une culture, d'une puissance inouïe. Tant mieux pour vous, mais pour le Québec, c'est moins vrai. Mais ce n'est pas négligeable non plus que d'être appuyé sur une culture française qui compte quand même 250 millions de locuteurs et qui a fait ses preuves comme culture. Mais on est ici, là, on parle d'ici. Tout maintenant s'exprime en anglais. J'achève. Je veux juste dire que ce qui s'est passé, le libre marché, la libéralisation du commerce, c'est une réalité. L'accès illimité aux moyens de communication, une autre réalité. La libre circulation des individus ont fait de la planète le village global annoncé. Et ce village, il est actuellement d'expression anglaise. Si on laisse jouer les forces naturelles qui s'appuient sur le nombre, vous la connaissez, cette loi-là. La loi de l'histoire, c'est le nombre, le nombre, le nombre. C'est Denis Arcand qui me faisait dire ça je pense que c'était dans le déclin. Le nombre, le nombre, le nombre. Vous avez ce nombre-là. Si on laisse jouer les forces naturelles, sans aucun doute, le bilinguisme et le bilinguisme institutionnel va s'installer partout au Québec. Inévitablement. Si les Anglo-Québécois ne décident pas volontairement de faire du français la langue commune des institutions, la langue commune du travail, la langue commune du commerce, la langue commune de l'affichage,
la langue commune de la santé, la langue commune de l'éducation, la langue commune de la culture et la langue commune du pouvoir politique municipal, provincial, fédéral. Et s'ils n'y mettent pas, s'ils ne se mettent pas à la tâche vigoureusement, alors le Canada aura perdu sa réelle diversité culturelle et un rapport de force qui, à mon sens, est nécessaire à notre vie démocratique. Vous aurez perdu, nous aurons perdu ce à quoi nous tenons le plus, c'est-à-dire à une différence qui est en soi-même une richesse. Nous aurons perdu notre diversité. Merci. Je reste là. D'habitude, j'ai des applaudissements chaleureux. Peut-être que je n'ai pas été à la hauteur. Mais Monsieur Courcy, j'aimerais vous féliciter pour votre présentation très excitante. Cependant, j'aimerais aborder avec vous, je voudrais vous questionner sur la question du bilinguisme institutionnel et le rapport Laurendeau-Dunton. Le livre 3 du rapport Laurendeau-Dunton regarde justement la question de langue dans le backroom, là, pas le service aux clients, que tout le monde prend pour acquis, il faut servir les clients dans leur langue. Mais il regarde deux modèles. Le modèle des affaires extérieures, qui est le bilinguisme institutionnel. Même en France, on travaille en anglais comme en français à l'ambassade canadienne, dans ce temps-là. Et de l'autre côté, le 22e régiment, qui était la seule unité de langue française dans l'armée canadienne, mais qui était une unité de langue française. Puis le livre 3, je vous donne pas tous les détails, mais donne comme modèle pour la fonction publique le 22e régiment, où on pouvait faire carrière sans apprendre un mot d'anglais, versus le bilinguisme institutionnel des affaires extérieures, où il fallait être bilingue partout, même dans les postes le plus bas, quelle que soit la place où on travaille. En autre mot, le bilinguisme institutionnel dont vous parlez. La commission Laurendeau-Dunton a opté pour les unités de langue, soit anglaises ou françaises, et c'est comme ça que ça marche dans les forces armées. Aujourd'hui, 1/3 des unités dans l'armée de terre est francophone. Le 22, à tous les 3 rotations, la langue à Kandahar change, ou maintenant c'est à Kaboul, de l'anglais au français. C'était le modèle qu'on a proposé pour la fonction publique au complet. Le problème, c'est pas la commission Laurendeau-Dunton, c'est que après quelques années, on a laissé tomber cette recommandation-là, puis on a adopté en pratique le bilinguisme institutionnel. C'est ma perception. Alors, ma question à vous, c'est que voulez-vous vous expliquer à moi où je fais erreur dans ma lecture du rapport Laurendeau-Dunton? Jamais j'oserais vous dire que vous faites erreur. Je suis convaincu que vous avez la vision et la lecture tout à fait exacte. Compte tenu, honnêtement, là, de ma connaissance assez approximative du livre 3 de la commission Laurendeau-Dunton.
Alors, mais je vous crois sur parole et ça rejoint mon propos. Et donc, je pense que l'unilinguisme d'une institution est un des gages d'une langue commune. Permet de résoudre ce dilemme-là parce qu'elle donne ce que vous avez dit. Est-ce que je suis un fervent est-ce que je suis fervent en faveur du bilinguisme et du trilinguisme? Oui. Mais est-ce que je considère que quelqu'un, qu'il soit anglophone ou francophone, puisse vivre toute sa vie pas au Québec, mais puisse vivre toute sa vie dans sa langue? Je pense que c'est normal. C'est comme ça en Allemagne, c'est comme ça dans plein de pays dans le monde. On peut vivre toute sa vie dans une seule langue. Est-ce que c'est un choix que je ferais? Non. Est-ce que c'est un choix que je proposerais à mes enfants? Non. Mais ça se peut. C'est pas inimaginable. Et la différence, on le sait, là, il y a une différence politique. Le territoire du Québec et la majorité francophone, moi je dis, pour garder notre cohésion sociale, pour pas qu'on perde la richesse que nous avons collectivement, il faudrait que volontairement, on décide que la langue commune sur le territoire du Québec, et sans égard au statut politique, c'est le français. On s'oppose à ce moment-là à la politique actuelle de bilinguisme, mais M. Fraser est là pour en témoigner. Cette politique du bilinguisme, elle est maintenue à force de bras actuellement. Elle est drôlement menacée. Et à mon sens, il n'y aura pas toujours d'ardents défenseurs de ce bilinguisme-là, parce qu'il y a quelque chose d'irréaliste dans le fait qu'on veuille faire de 33 millions de Canadiens des gens qui sont capables de fonctionner dans les deux langues. Il y a quelque chose d'absurde. Nous, on pourrait peut-être, au Québec, réussir ce miracle-là, de ne pas perdre les richesses d'aucune langue et d'avoir une langue qui nous permet de nous parler beaucoup plus facilement, comme je le fais actuellement avec vous, parce que vous avez accepté le fait que le français n'était pas une langue étrangère, mais que c'était une langue qui permettait de rejoindre l'ensemble de la société. Thank you. Merci, M. Curzi. Petite question très simple. Sans tomber dans les feux de broussailles de la loi 14 actuellement dans le détail, je voudrais peut-être essayer de vous demander de répondre à une question relative à la Révolution tranquille. C'est-à-dire que si on zoome out un petit peu puis on voit le grand contexte, croyez-vous que la Révolution tranquille elle a fait ce qu'elle avait à faire? Est-ce qu'elle a réussi? Et par la suite, la loi 101 a fait en sorte qu'il y a eu une réaction assez forte chez les anglophones. Moi, je suis un anglophone affranchi, un francophile aussi. Oui. Et je considère qu'il y a eu tout un développement, mais oui, j'aimerais peut-être que vous postulez surtout l'évolution de la Révolution tranquille jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'ai essayé de faire un petit peu ce portrait-là tout à l'heure en disant que ça a été vécu comme une libération nationale. Ensuite, ça a été des années extrêmement constructives, extrêmement riches, et je pense pour l'ensemble des citoyens du Québec, sans égard aux langues. Ce qui est clair actuellement, c'est que nous sommes dans une période charnière où on voit nettement. Et là, qu'est-ce qu'on voit actuellement? On voit que il y a une bilinguisation de tout le monde, puis il y a une volonté de bilinguisme individuel. Tu sais, on enseigne l'anglais aux primaires, puis là, il y a un grand énervement là-dessus, parce que comme si c'était une condition d'existence au monde. C'est vrai que c'est une langue utile dans le monde, mais c'est pas la seule. Il y en a plein de langues utiles dans le monde, et tout le monde n'est pas obligé d'être partout dans le monde. Mais bon, tant mieux, c'est un acquis. Mais la révolution, dans ses fruits actuellement, mais économiquement, culturellement, socialement, elle est à bout de souffle. On aurait besoin, et je pense que c'est le propre de toutes les révolutions, c'est qu'à partir du moment où on a commencé ce mouvement-là, il ne faut pas arrêter. Or, il me semble que nous sommes dans un mouvement de recul actuellement. Et la langue participe de ce recul, et quand je vois les réactions à la loi 14, je me dis, oh mon Dieu, est-ce qu'il y a si peu de chemin qui a été parcouru dans notre conscience de ce qui se passe? Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut se parler et qu'il faut essayer de présenter des portraits objectifs. Ce que j'ai fait en publiant 3 études, une sur l'anglicisation de Montréal, une autre sur l'accès au cégep anglophone et la 3e sur le financement
des universités. Ces 3 études-là ne tendent et ne veulent qu'essayer d'avoir un portrait sur lequel on pourrait s'entendre et à partir duquel on pourrait agir. Mais même cela est difficile. Même cela est difficile. Je suis inquiet. Je suis inquiet et pas de vous, parce que je vous sens pas, personnellement, je vous sens pas du tout menacé. Je suis inquiet des francophones qui me semblent avoir perdu de vue que s'ils ne sont pas constamment en train d'évoluer, de révolutionner, inévitablement, leur minorité va régresser. Et ce sont des phénomènes, au niveau linguistique en tout cas, qui sont très, très rapides. C'est quelques générations et on peut perdre tout ce qu'on a gagné. Merci à vous. Merci.